Quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler est au pouvoir depuis 6 ans. Il n'est pas encore question d'exterminer les Juifs, mais seulement de les expulser d'Allemagne. La compagnie Hamburg America reçoit l'autorisation exceptionnelle du gouvernement d'affecter le Saint-Louis au transport spécial d'1 millier de Juifs vers Cuba. De toutes les villes allemandes, des familles juives se précipitent vers Hambourg dans l'espoir d'acheter un billet pour l'exil. Herbert Karliner, qui avait 12 ans à l'époque, faisait partie de ces candidats au départ, avec ses parents et ses 2 sœurs. Nous sommes partis aux alentours du 10 mai 1939. C'est étonnant. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 1994. Il y a exactement 55 ans, j'ai pris ce même train de Breslau à Hambourg. Pour moi, ça avait un goût d'aventure. J'avais hâte de quitter l'Allemagne. Tout avait changé là-bas. Une famille qui habitait à quelques maisons de chez nous avait la réputation d'être de fervents communistes. Après l'arrivée d'Hitler, ils sont devenus nazis. On a eu les pires problèmes à cause d'eux. Leur fils, par exemple. Un jour d'hiver, ma sœur et moi, nous avions escaladé une colline avec notre luge et il a voulu venir avec nous. Je voulais être gentil avec lui, je l'ai donc laissé nous accompagner. Alors que nous descendions, il s'est mis à frapper ma sœur, comme ça, sans aucune raison. Et ça m'a rendu furieux. Je l'ai frappé à mon tour. Ça m'a soulagé. Mais le soir même, la Gestapo est venue et a embarqué mon père. Ils l'ont jeté en prison en lui disant qu'un juif n'avait pas le droit de frapper un arien. Certains de nos amis sont partis plus tôt parce qu'ils devinaient que quelque chose de dangereux se profilait derrière la montée d'Hitler. Mon père avait une telle confiance dans le peuple allemand qu'il était persuadé que ces gens feraient tout pour éviter le pire. Mais le pire est arrivé. Joseph Karliner, le père d'Herbert, était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il tenait une boutique et menait une vie paisible. Il pensait que la folie des lois anti-juives promulguées par les nazis ne durerait pas. Pendant la nuit de cristal en novembre 1938, il fit partie des milliers de juifs arrêtés et regroupés dans les camps de concentration. La plupart ne furent lâchés que contre leur engagement écrit de quitter l'Allemagne pour toujours en y abandonnant tous leurs biens. Mes parents, eux, étaient démoralisés. Ils ne voulaient pas quitter l'Allemagne. Mais nous, les enfants, et moi en particulier, nous étions très heureux de partir, parce qu'ici, il n'y avait plus de place pour nous, plus d'avenir. Déjà, nous n'avions plus le droit d'aller à l'école. Depuis la nuit de cristal, nous n'avions même plus le droit de marcher sur les trottoirs. Nous étions tabassés. Pour moi, c'était infernal. Nous avons découvert que le consulat cubain à Hambourg vendait des visas qui coûtaient 500 $ par personne. En plus, nous devions acheter un billet aller-retour sur le Saint-Louis, paquebot fourni à cette occasion par le gouvernement allemand. Nous avons donc acheté 6 billets pour partir à Cuba. Mon père a préparé quelques 27 malles, car nous n'avions pas le droit de sortir de l'argent hors d'Allemagne. Nous avons alors acheté tout ce dont nous pouvions avoir besoin à l'avenir, et on a tout rangé dans ces malles. Wir sagten, das sind Judenkisten. Also in der Größe eines Containers durften damals diese Passagiere schon ihre Sachen mitnehmen, Teil ihrer Sachen mitnehmen. Und so hatten wir immer zu... Karl Glissmann était l'un des membres de l'équipage du Saint-Louis. Il avait 19 ans en 1939. Wenige Tage vor Abfahrt des Schiffes
Da kamen ein paar hohe Herren von der Partei von Berlin und haben uns zusammengerufen im Salon, also im Aufenthaltsraum des Schiffes. Und da wurde uns dann gesagt, was wir machen würden oder was die Reise bringen sollte. Und da hat man uns gesagt, dass wir mit ungefähr 1000 Juden nach Kuba fahren würden oder sollten. Und da wurden uns dann die Verhaltensmaßregeln gesagt, wie wir uns den Passagieren gegenüber zu verhalten haben oder hätten. Und dass wir von den Leuten keine Trinkgelder annehmen dürfen, dass das Zusammenkommen zwischen männlichen und weiblichen Personen Rassenschande wäre und alles diese, was damals so auch bei uns im Ohr war, ne, was man bekannte. Le photographe officiel de la compagnie Hamburg America a pris cette photo de la famille Carliner montant à bord du Saint-Louis en fin d'après-midi, le samedi 13 mai 1939. 55 ans plus tard, Herbert Carliner rejoint d'autres survivants du Saint-Louis sur un paquebot en croisière le long des côtes de Floride. En 1938, Harry Rosenbach était emprisonné au camp de concentration de Buchenwald. Il ne fut relâché que lorsque sa mère réussit à acheter le tout dernier billet pour embarquer sur le Saint-Louis. Je me souviens encore qu'au départ, je ne voulais pas pleurer. Mais ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas respirer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne pouvais simplement plus respirer. Gisela Feldman quittait l'Allemagne avec sa mère et sa sœur. Un caméraman des actualités filmait au moment où elle montait à bord. En fait, ce qui nous bouleversait le plus, c'est que mon père n'avait pas pu arriver à temps. Il devait nous rejoindre, mais il n'avait pas pu obtenir assez vite un visa pour traverser l'Allemagne, et il avait été déporté en Pologne. Alors, contrairement à ce qu'il souhaitait, nous sommes partis tous les trois, et je l'entends encore hurler à ma mère au téléphone, « N'emmène pas les enfants », et elle de lui dire, « Mais si, je dois les emmener ». Nous vivions en Allemagne depuis l'an 1500. Étant d'origine espagnole, ma famille avait été exilée au temps de l'Inquisition. En Allemagne, nous avions construit notre maison. Nous nous étions installés, nous étions parvenus à réussir socialement. Et à nouveau, avec l'arrivée du mouvement nazi et de Hitler, nous nous retrouvions forcés de fuir encore. À 20h très exactement, le 13 mai 1939, le Saint-Louis larguait les amarres et quittait le port de Hambourg. Quand le bateau quitta le quai, un orchestre se mit à jouer. Cette fanfare allemande a entamé Moussiden, chanson qui dit « Je dois quitter ma ville ». C'est un air qu'il jouait probablement chaque fois qu'un paquebot quittait le port d'Hambourg, et il ne se rendait pas compte à quel point ça allait bouleverser les passagers. Je crois bien que la plupart des passagers ont fondu en larmes. Je me souviens que la svastika nazie flottait au vent, au-dessus de nos têtes, avec tout ce qu'elle représentait. À nouveau, l'orchestre a joué. Du coup, la svastika semblait une étrangeté là-haut, car la musique dominait ce qui pour nous tous était un terrible symbole de l'oppression. Je me souviens d'être resté debout à écouter la musique et à regarder le port d'Hambourg qui s'éloignait et disparaissait dans le lointain. Le capitaine du Saint-Louis, Gustav Schröder, était un ancien combattant décoré pendant la Première Guerre. Il était respecté par l'équipage, détestait les nazis et éprouvait de la sympathie pour ses passagers juifs. Er war eigentlich, wie gesagt, nicht das, was man sich, was wir Seeleute sich, oder was man sich, oder ein Kapitän vorstellt, einen großen, stämmigen Mann mit harten Tönen und jedenfalls einen harten
aber ehrlichen Sprache, sondern er war ich sage immer so, ein richtiger Akademiker, ein Professor war er eigentlich, so in seiner Art. Von ihm hat man nie ein böses Wort gehört, nie was Aufdringliches, nie was Hartes, im Gegenteil. Le capitaine Schröder voulait que les réfugiés juifs soient traités comme n'importe quel autre passager. Son journal de bord décrit au jour le jour l'ambiance qui régnait à bord. Dès le début, l'atmosphère était tendue. J'ai vu des scènes de séparation très touchantes. Certains étaient réellement soulagés de quitter leur pays, d'autres s'embarquaient le cœur lourd. Tous semblaient convaincus qu'ils ne reverraient jamais l'Allemagne. Grâce au temps clément, à l'air frais du large, à la bonne nourriture et aux services soignés, il régnait rapidement une ambiance détendue sur le navire. Les tristes souvenirs de la vie au pays se perdaient dans les flots pour être remplacés par des rêves. Ce bateau accueillant, voguant au cœur de l'Atlantique, formait un univers nouveau. L'espoir et la confiance y refleurissaient. C'était un immense soulagement que de quitter l'Allemagne, compte tenu de la façon dont nous étions traités par presque tous les Allemands. Sur le bateau, tout le monde nous traitait merveilleusement bien. C'était étrange. Nous étions soulagés d'avoir quitté l'Allemagne. L'atmosphère à bord était à la fête. Nous dansions, nous nous amusions beaucoup pendant la traversée. C'était une aventure de se retrouver sur cet énorme paquebot où il y avait plein de choses à découvrir. J'étais très intrigué par la salle des machines. Ma mère me dit, surtout, tu ne descends pas à la salle des machines. Le premier endroit où je me suis aventuré fut bien sûr cette fameuse salle des machines, ce lieu interdit. Je passais mon temps à courir de tous côtés. Je suis même monté voir le capitaine une fois ou deux. Déjà à l'époque, nous jouions aux cow-boys et aux Indiens. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, un soir, il y a eu cette soirée spéciale pour les enfants. Il y avait une piscine sur le bateau, et moi je voulais y aller. Je n'avais jamais nagé auparavant. Et ma mère, bien sûr, m'interdisait d'y aller. Mon père lui a dit, laisse donc le petit y aller. Alors je suis allé nager pour la première fois de ma vie sur le Saint-Louis. J'ai adoré ça. Il y avait également des services religieux le vendredi soir. Ils avaient enlevé le portrait d'Hitler, vous vous souvenez? Oui, c'est exact. Nous avons demandé au capitaine d'enlever le portrait d'Hitler et il a accepté, le temps du service religieux. Mais le lendemain, ils l'ont remis en place. Les gens faisaient preuve d'une bonne humeur héroïque compte tenu de la situation. Ils avaient plein d'espoir et aussi de crainte pour l'avenir. C'était la joie d'avoir quitté l'Allemagne qui dominait. Le 23 mai, 10 jours après avoir quitté Hambourg, le capitaine Schröder prit note du premier événement tragique de la traversée. Alors que nous approchions de notre destination, un nuage noir jeta son ombre sur le bateau. 3 jours avant l'arrivée à la Havane, le médecin de bord m'a emmené au chevet du vieux professeur Moritz Weiler, qui paraissait très souffrant et épuisé. D'avoir dû quitter sa patrie, où pendant des années il avait travaillé en paix et en harmonie avec ses collègues, voilà qui l'avait complètement abattu. Depuis son départ de l'Allemagne, il avait perdu l'envie de vivre. Son dernier souhait était de mourir en mer. Il est décédé le jour même. Les passagers craignaient que la présence d'un cadavre à bord ajoute une nouvelle difficulté à celle du débarquement. Nous avons donc décidé le jour même d'organiser des funérailles en mer pour le vieux professeur.
Je me souviens, j'étais debout près du bastingage et je regardais la scène. Le corps était glissé dans un sac. J'ai vu qu'on le plaçait sur une planche et qu'il était recouvert du drapeau nazi. Je me souviens très clairement de la façon dont ils l'ont laissé glisser pour ses funérailles en mer. Le drapeau nazi est resté sur la planche et le corps enveloppé dans son sac est tombé dans l'eau. Ils avaient dû le lester car il a immédiatement coulé. Le bateau s'éloignait d'Allemagne. Les passagers commençaient à se détendre. Pour la première fois, le père d'Herbert Karliner commença à parler de ce qu'il avait vécu dans les camps. Violence, torture, privation. Quand nous étions en Allemagne, jamais il ne m'avait raconté ce qui s'était passé. Une fois sur le bateau, il m'a tout raconté. Et ça m'a mis en rage. Je me suis dès lors juré de ne jamais remettre les pieds en Allemagne. J'étais sorti sur le pont et je regardais la Havane. C'était un spectacle étonnant pour moi qui n'avais jamais vu de cocotier. Je regardais ces bâtiments blancs où pouvait commencer une nouvelle vie. C'était très exaltant. Les passagers n'avaient pas seulement des visas pour Cuba. Ils étaient également en possession de papiers d'immigration américains leur permettant de passer de la Havane à Miami. C'était une très belle journée. Et il y avait un air de renouveau, puisque dorénavant, nous savions que nous ne retournerions pas en Allemagne, que nous allions avoir la vie sauve, et que peut-être nous irions ensuite aux États-Unis. Ces perspectives étaient fascinantes, tout particulièrement pour quelqu'un qui avait grandi dans le sud de l'Allemagne, où les paysages sont montagneux et où il n'y a pas de mer. Nous avions jeté l'ancre et très vite les gardes-côtes cubains sont montés à bord. Les gens ont été mis en rang avec leurs bagages et leurs papiers. Des tables avaient été installées pour l'inspection des documents et tout à coup, tout s'est arrêté. En comprenant que nous ne pouvions pas débarquer, les gens ont commencé à s'inquiéter, y compris mes parents. Ils se demandaient pourquoi on ne pouvait pas descendre, pourquoi nous devions rester à bord, qu'est-ce qui n'allait pas. Vous comprenez, après ce que mes parents avaient vécu, et moi aussi, tout ce qui sortait de l'ordinaire, même légèrement, provoquait de l'angoisse. On avait tout de suite peur que quelque chose n'allait pas. Nous espérions que le lendemain, nous pourrions aller à quai. C'est d'ailleurs le premier mot espagnol que j'ai appris, mañana. Les gens sont montés à bord et nous ont dit que demain, mañana, nous pourrions descendre. Mais ce mañana n'est jamais arrivé. Des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi nous ne pourrions pas débarquer. Vous savez, nous étions jeunes et nous n'y prêtions pas grande attention parce que nous ne pouvions pas y croire. Comprenez bien, nous avions les papiers en règle pour débarquer. Nous avions des autorisations. Nous ne pénétrions pas à Cuba en clandestin. Voici le papier officiel qu'Harry Rosenbach détenait. Il venait de la direction de l'immigration du ministère de l'Intérieur cubain. Il précise que M. Rosenbach pouvait entrer à Cuba comme touriste pour une période indéterminée, à condition de ne pas chercher à s'y installer. Tout cela semblait très officiel et était signé de la main du directeur général de l'immigration, M. Manuel Benitez. Manuel Benitez Jr., fils du directeur général d'alors, fut lui-même impliqué dans l'affaire du Saint-Louis. Aujourd'hui, il vit à Miami, où il est responsable d'une radio cubaine. Este documento que tengo yo en mi mano lo reconozco como una de las visas oficiales que le daban a los judíos para que uno a uno entrara en La Habana. Por esto ellos pagaban alrededor de $300, que no iba para un empleado como era mi padre o como pudiera ser cualquiera. Este dinero lo cogía el gobierno.
y entonces los que lo pagaban eran los judíos americanos ricos de aquí que traían sus familiares de allá. Realmente esto indica que no era caro la entrada de un ciudadano para salvar la vida, cuando ahí se pagan 20 y 30 mil dólares. Esto era 150 dólares los que pagaban. En 1939, Manuel Benítez Jr. était un jeune officier plein d'avenir, un proche du chef de l'armée cubaine, Batista. À l'époque, des rumeurs circulaient accusant sa famille de se remplir les poches en vendant des visas aux immigrants juifs européens. Aujourd'hui, Manuel Benítez Jr. ne nie pas que son père détournait cet argent. Maybe. No tengo la seguridad, pero cada uno de estos señores salvaba la vida. L'affaire du Saint-Louis devint un enjeu politique entre les deux hommes forts de la Havane, le président Brou et le chef de l'armée, Batista. Brou donna l'ordre d'empêcher les réfugiés de débarquer, sans doute pour obliger Batista à intervenir en leur faveur. Batista se montra peu disposé à les défendre, de peur d'être suspecté de couvrir ceux qui leur avaient vendu les visas. Y Laredo Brú me dice, tú sabes lo que te respeto y yo te quiero, pero yo no puedo hacer nada, porque el ministro de Estado de los Estados Unidos, por orden del presidente Roosevelt, le ha pedido al presidente Laredo Brú que no permita la entrada de un judío más en Cuba. Y es la orden que hay. Así que yo no puedo hacer nada. Les seules certitudes quant au rôle mystérieux du gouvernement américain sont les télégrammes de l'ambassade de la Havane au département d'État qui suggèrent de traiter cette question comme une affaire intérieure cubaine, de manière à ce que les États-Unis n'y soient pas mêlés. Nous sommes restés dans le port de la Havane. Et il faisait une chaleur infernale. Même la nuit, la chaleur était étouffante. Nous ne bougions pas. Bien sûr, dès que vous êtes prisonnier sur un bateau et que vous pouvez voir la terre, c'est très difficile de décrire ce qui se passe, parce que vous êtes immobilisé. Vous ne pouvez plus aller nulle part. Alors que les jours passaient, de plus en plus de gens venaient vers nous. Nous étions entourés de toutes ces petites embarcations. Elles dansaient sur l'eau, toutes différentes. Certaines avec des cabines, d'autres pas. Et des enfants lançaient des fruits sur le pont et tout ça. Pour quelques cents que nous étions arrivés à garder, on pouvait acheter des oranges, des ananas. Et c'était si bon, si sucré. J'étais mal à l'aise parce que le cousin de mon père se trouvait à bord de l'un de ces petits bateaux. Et les deux hommes ne pouvaient pas se serrer la main, ils ne pouvaient pas se toucher, juste se crier des choses. Et nous courions sur le pont en essayant de repérer nos proches sur les embarcations. Une personne me revient à l'esprit. Cet homme avait vu sur le pont sa femme et son petit garçon âgé de 5 ans. Et il n'arrêtait pas de hurler « Lance-le par-dessus bord, lance-le par-dessus bord, je vais l'attraper et au moins je serai avec lui. » La Havane se trouva au cœur d'une campagne internationale pour sauver les réfugiés du Saint-Louis. Leur cause fut prise en charge par une organisation juive de secours, l'American Joint Distribution Committee. Lors de réunions avec le gouvernement cubain, plus d'argent et de nouvelles garanties furent offerts, mais aucune réponse ne vint. Les officiels cubains vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était, et les négociateurs juifs ne rencontraient qu'indifférence. En désespoir de cause, le capitaine Schroeder lui-même se rendit à la Havane pour lancer un appel personnel aux autorités.
Je n'ai jamais compris pourquoi les Cubains s'étaient montrés si implacables. Pas un seul comité, pas une seule personnalité américaine n'a pu infléchir leurs décisions. De mon côté, je fis le siège du Parlement. Je sollicitai une entrevue avec le président, mais elle ne me fut pas accordée. Ce refus amena de nombreux passagers à se considérer comme les victimes d'une conspiration mystérieuse aux rouages inconnus. Pour vous parler franchement, j'étais un gamin et j'étais terrifié. Je pensais que c'était la suite logique du traitement qu'on nous avait infligé en Allemagne et que, comme nous étions juifs, il nous était tout simplement impossible de pénétrer dans aucun pays. Un représentant du comité de liaison a assuré aux passagers que, en dépit de certaines difficultés, aucun réfugié ne retournerait en Allemagne. Cette intervention n'a fait que rendre les passagers encore plus inquiets. C'était une erreur psychologique. Les mots « retour en Allemagne » n'auraient pas dû être prononcés. Après quelques jours passés à attendre dans ce port, nous avons compris que la situation était bien plus grave. Il y avait de fortes chances qu'on ne puisse pas débarquer. Un jour, sur le pont, j'admirais le paysage. Un homme a tout à coup déboulé, le bras en sang, de grosses gouttes de sang tombaient sur le pont. Les gens se sont mis à hurler. Il a continué de courir vers la rambarde et il a sauté dans l'eau. Je m'en souviens très bien. C'est le souvenir le plus fort que je conserve de ce voyage. À l'aide de sa main valide, il a véritablement fait sortir l'artère de son bras. Et il ne voulait pas qu'on lui vienne en aide. Il ne voulait pas être sauvé. Tout le monde essayait de lui venir en aide, en vain. Alors un marin qui se trouvait sur un pont plus élevé que le nôtre a plongé par-dessus bord et l'a sauvé. Max Lowe, l'homme qui venait de tenter de se suicider, fut sauvé et conduit à l'hôpital de la Havane. Les autorités cubaines ne laissèrent ni sa femme ni ses enfants le visiter. Il fut le seul passager à prendre pied sur le sol cubain. Le président Brou donna l'ordre au Saint-Louis de quitter les eaux territoriales en attendant l'issue des négociations. Le vendredi 2 juin, à 11 h du matin, le Saint-Louis quitta lentement le port de la Havane. Ce fut une journée de désespoir absolu. Tout le monde était monté sur le pont. Les gardes-côtes nous ont escortés et les officiers semblaient de notre côté. Ils nous faisaient de grands signes en nous disant « Nous espérons vous revoir bientôt ». De nombreuses embarcations nous ont escortés. Leurs proches criaient aux passagers de ne pas perdre espoir, ce qui provoquait plutôt l'effet inverse. C'est le départ le plus triste qu'il m'ait été donné de vivre. Parmi les passagers, les femmes surtout étaient très inquiètes. « Capitaine, où nous emmenez-vous » Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas répondre à cette question. Les passagers n'avaient aucune idée de ce qui se tramait en coulisses. Ils ne pouvaient imaginer que les États-Unis les rejetteraient, puisque la plupart avaient leurs papiers en règle, leur permettant d'être admis légalement en sol américain. Nous avons mis le cap droit sur la Floride en espérant que tout allait bien se terminer. Tout à coup, le paquebot a fait un grand demi-cercle. Et c'est alors que j'ai vu pour la première fois Miami. J'étais très impressionné. J'ai vu les splendides hôtels, le sable de la plage, des voitures qui roulaient au loin. Vous me croirez ou non, mais à cet instant, je me suis promis que si jamais je revenais, ce serait là que je viendrais vivre. Pour moi, tant que nous voguions au large des côtes de la Floride, nous pouvions garder espoir.
Pour nous, l'Amérique était le pays de l'opulence, là où les rues étaient pavées d'or. Nous étions presque certains que la petite poignée de gens que nous formions ne pouvait être laissée à la porte de ce monde-là. Nous avons envoyé un télégramme au président Roosevelt pour qu'il nous laisse débarquer, mais nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons alors envoyé un télégramme à Madame Roosevelt pour qu'au moins les enfants puissent entrer aux États-Unis. Là encore, nous n'avons pas eu de réponse. J'avais prévu d'accoster en Floride illégalement. Les passagers étaient prêts à débarquer à tout instant. Par une belle matinée ensoleillée, nous sommes entrés dans un port pour tâter le terrain. À la minute où nous sommes entrés dans le port, j'ai vu que nous étions déjà surveillés. Alors que j'atteignais un endroit accessible pour le débarquement, les gardes-côtes ainsi que des avions ont entouré le paquebot pour empêcher toute tentative de débarquement. Pourquoi ne nous laissait-il pas entrer tout de suite, puisque tôt ou tard, nous finirions par débarquer? Nous leur avons même demandé de nous installer dans des camps. En vain. La seule réponse des États-Unis fut la navette des gardes-côtes. Elle s'assurait que nous restions assez éloignés de la côte afin que personne ne tente de rejoindre la terre ferme à la nage. Pendant que le bateau croisait le long des côtes de Floride, les journaux aux États-Unis et partout dans le monde commençaient à mettre cette histoire à la une. The German liner St. Louis with Jewish refugees aboard, 918. The refugees sailed to Cuba, but were denied admission. Suspense, terror and pity. Le Saint-Louis devenait célèbre, mais le gouvernement américain restait intraitable. Le pays était encore en pleine crise. Ceux qui avaient un travail craignaient de le perdre avec les licenciements, la concurrence. Il faut bien comprendre qu'en 1940, Franklin Roosevelt, qui était à nouveau candidat aux élections, n'avait aucune intention de faire un écart et de se faire des ennemis politiques. C'est pourquoi il a opté pour la solution la plus expéditive, refuser l'accès à 937 innocents et les abandonner à leur destin. C'était comme si le Saint-Louis avait disparu, et maintenant il fallait qu'il quitte aussi cette planète hostile. Durant ce voyage, seuls les enfants semblaient insouciants. Mais leur jeu n'était pas innocent. Ils en avaient inventé un qui s'appelait « Ici, les Juifs ne sont pas autorisés ». Deux gosses qui prenaient une allure rigide et sévère se tenaient debout devant une barrière et ils détaillaient des pieds à la tête leurs copains qui voulaient entrer. Les deux gardiens demandaient d'une voix dure « Es-tu juif ?» Et comme l'autre se contentait de répondre « oui », ils lui interdisaient sèchement le droit de passage en disant « Les juifs ne sont pas autorisés ici ». Le copain répondait « Mais je ne suis qu'un tout petit juif ». Le dernier espoir d'accueil en Amérique était le Canada. Le premier ministre d'alors, Mackenzie King, évoquait dans son journal intime ses inquiétudes de voir trop de Juifs s'installer dans son propre quartier, à Ottawa. King confia la gestion de l'affaire à son très strict sous-ministre de l'immigration, Frédéric Blair. En rejetant la requête des réfugiés du Saint-Louis, Blair déclara qu'aucun pays ne pouvait ouvrir ses portes pour recevoir tous les Juifs d'Europe. La limite, dit-il, devait bien être tracée quelque part. L'histoire des États-Unis, comme celle du Canada, est faite de vagues d'émigrés. Ces gens ont toujours influencé ces pays de façon positive. À mon sens, les États-Unis auraient très bien pu nous admettre. Tout comme le Canada, d'ailleurs. Ce sont d'immenses pays. Nos réserves limitées en eau potable, en carburant et en nourriture ne nous permettaient pas de naviguer plus longtemps. Comme il devenait de plus en plus clair que nous n'avions aucun espoir d'entrer aux États-Unis, nous avons dû faire demi-tour. Notre destination, l'Allemagne. J'ai gardé le secret.
Personne ne savait vraiment où nous allions. Il n'y avait pas de destination précise. Et nous étions comme une sorte de nébuleuse naviguant sans but. Personne n'avait la réponse. Constamment, à chaque instant, naissait une nouvelle rumeur qui affolait tout le monde. Dorénavant, plus personne n'avait l'humeur de danser ou de s'amuser. J'ai encore clairement en mémoire les mots d'un passager. Capitaine, vous savez que nous ne pouvons pas faire marche arrière car nous avons tout perdu là-bas et nous finirons dans des camps de concentration. Des camps de concentration ou la mer du Nord. Si vous parvenez à ramener sans incident le bateau jusqu'en Allemagne, à l'arrivée, vous découvrirez probablement une bonne centaine de cabines vides. Nous craignons plus les camps de concentration que la mort elle-même. Mon mari et moi, nous avons essayé les bouées de sauvetage, car pour rien au monde, nous ne serions retournés en Allemagne. Il valait mieux se jeter à l'eau. Il était hors de question de revenir là-bas. Des marins inspectaient les cabines pour s'assurer que personne ne tentait de se suicider et que nous serions tous en bonne forme à l'arrivée. La plupart des hommes avaient été déportés à Buchenwald après la nuit de cristal. Ils savaient pertinemment ce qui nous attendait si nous remettions les pieds en Allemagne. J'ai été envoyé à Buchenwald après la nuit de cristal. Donc nous savions ce qui allait nous arriver si nous revenions. Je pense que tous les parents à bord avaient cette profonde certitude, que moi, enfant, je ressentais aussi. Je ne fus pas surpris le moins du monde quand un couple vint me trouver, inquiet, pour me dire qu'il s'était formé un comité de sabotage parmi les passagers. Leur réunion se tenait dans les soutes du paquebot. C'est là que ce couple les avait entendus parler d'une mise à feu du navire ou d'une mutinerie. Die Stimmung war so, dass laufend sich Leute zusammengerottet haben von den Passagieren, Männer. Und da waren Gruppen von 10, 20, 30 Leuten, die so einer stand auf dem Stuhl und dann hat er ein bisschen aufrührerische Rede gehalten und dann habe ich gesagt, na nun geht's gleich los und passiert gleich was. Ne? Das Schlimme war ja immer nachts, weil sie nachts ja nur mit wenig Leuten auf Wache sind, so von der Besatzung. Sie müssen ja am Tag da sein. Ne? Und bei Nacht hätte man uns leicht überrumpeln können, bin ich der Meinung. Le capitaine et le comité se sont rassemblés pour convaincre ces jeunes gens que, pour l'ensemble des passagers, une mutinerie serait plutôt néfaste qu'autre chose. Comment ferait-il pour manœuvrer le paquebot? En plus, il y avait de très nombreuses situations que ces jeunes gens auraient été tout à fait incapables de maîtriser. Ils étaient juste en colère. Tout ça amenait les gens à croire qu'on allait droit au pire et que les choses allaient vraiment être terribles à notre arrivée en Europe. Il me semblait de plus en plus clair que traverser la mer du Nord s'avérerait très dangereux, voire impossible, car les passagers se sentaient acculés et prêts à tout. Alors que nous revenions vers l'Europe, les rumeurs enflaient. J'avais une superbe montre en or que mon père m'avait donnée et qui lui venait de son propre père. C'était une montre Gousset avec sa petite clé pour la remonter. J'étais terrifié à l'idée de revenir en Allemagne. Je me disais que si on trouvait cette montre sur moi, je serais immédiatement tué sans qu'on me pose la moindre question. Alors je l'ai prise et je l'ai jetée par-dessus bord. J'étais presque en larmes, vous savez. Ce fut un moment terrible. Tout à coup, une idée m'a traversé l'esprit et m'a coupé le souffle. J'allais échouer le bateau sur la côte sablonneuse du sud de l'Angleterre en profitant de la nuit et du brouillard. À marée basse, je ferais mettre le feu au paquebot, faisant croire que l'incendie provenait de l'explosion des moteurs abîmés lors du naufrage, et nous pourrions alors débarquer les passagers à l'aide des canots de sauvetage. Pour tenter de faire face au refus de tous les pays occidentaux, Maurice Trooper de l'American Joint Distribution Committee à Paris entreprit les négociations de la dernière chance avec les gouvernements européens. Il choisit de bluffer, négociant auprès de chaque gouvernement récalcitrant l'acceptation d'un petit nombre de réfugiés, arguant du fait qu'un autre pays en avait déjà accepté un grand nombre. La ruse fonctionna. Le 14 juin, la nouvelle arriva au Saint-Louis.
la Belgique, la Hollande, la Grande-Bretagne et la France acceptaient d'accueillir les passagers après des semaines d'errance sur l'océan. Le capitaine, qui venait de recevoir le télégramme, annonça à tout le monde que ces 4 pays nous acceptaient. L'ambiance est passée du noir au blanc. Chacun se disait que finalement nous serions libres, qu'il serait possible de commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Ce soir-là, on donna une grande fête dansante en tenue de soirée. Parmi les passagers, il y avait quelques amuseurs professionnels qui ont mis sur pied un spectacle. C'était comme d'être libéré d'un joug qui pesait lourd sur nos épaules. A refugee ship ends its wandering. The liner St. Louis, turned back from Cuba, brings its human cargo to port at last. 907 Jewish unfortunates without a country, permitted to land in Belgium after 5 weeks of suspense afloat. They will find at least temporary shelter in France, Holland and England. These are but a fortunate few, saved by publicity from the fate of their fellows. Parmi les gens qui nous attendaient, il y avait la sœur de mon oncle et mon beau-frère. C'était merveilleux de retrouver des visages familiers. Merveilleux de ne pas être en Allemagne. C'était réellement un moment extraordinaire. C'était l'anniversaire de mes 11 ans. Mon père m'avait dit qu'à cette occasion, j'avais le droit d'accueillir M. Tropper et les autres responsables au nom de tous les enfants à bord. Mon père avait rédigé un petit discours que je devais lire. Il y disait que j'aurais préféré les accueillir avec des fleurs, mais que, malheureusement, après 30 jours passés en mer, les réserves du fleuriste étaient épuisées. Le lendemain, je recevais un gros bouquet de roses rouges. C'était la première fois qu'un gentleman m'offrait des fleurs. Ils nous ont demandé de signer un document et d'y indiquer le pays dans lequel nous souhaitions aller, la Hollande, la France, la Belgique ou l'Angleterre. Je pense que près de 90% des gens ont demandé l'Angleterre. Il y avait la Manche pour nous protéger, on s'y sentait un peu plus en sécurité. Les 937 réfugiés furent dispersés dans les pays d'accueil. La famille de Philippe Front trouva refuge en Angleterre. À Londres, quand nous sommes sortis de la gare, la ville était en fête, décorée de drapeaux rouges, blancs et bleus un peu partout. Nous nous sommes dit incroyable. Ces gens sont vraiment heureux de nous voir. En fait, il y avait ce jour-là une tête couronnée qui visitait Londres. Mais d'emblée, ça nous a mis de bonne humeur, parce que nous avions le sentiment d'être les bienvenus. Moins de 3 mois après l'arrivée du Saint-Louis en Europe, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les Allemands envahissaient aussitôt la Hollande, la Belgique et la France, et la plupart des réfugiés du Saint-Louis se trouvaient de nouveau sous le contrôle des nazis. Les Carlinaires avaient été envoyés en France, où Herbert fut séparé de sa famille et envoyé dans un refuge pour enfants en zone libre. Ses parents et ses sœurs vivaient à Mirebeau, près de Poitiers, en zone occupée. La maison qu'habitaient les Carlinaires appartenait à un photographe. Dans le grenier de la maison, Herbert a découvert par hasard de vieilles plaques photographiques, les derniers portraits des membres de sa famille. On dirait des photographies d'identité. Je sais que mes parents essayaient de se procurer des nouveaux papiers pour aller aux États-Unis. Il leur fallait des photographies.
Durant leur séjour à Mirbeau, la sœur d'Herbert, Ilsa, s'était fait une amie, Jeanne Ripoteau. Je me souviens bien, nous étions allés du côté du Calvaire. On était passés à la fontaine et puis j'avais un ami de Paris qui était là. Alors on était tous les trois et voilà, on avait pris des photos de notre promenade. Elle était très heureuse. Ma mère m'avait un jour écrit pour me dire que si quelque chose leur arrivait, nous nous retrouverions à Mirbeau. Juste après la guerre, je suis revenu pour savoir ce qui s'était passé. L'arrestation, ça a été tout à fait discret. On s'est réveillé un matin, on nous a dit qu'ils sont partis. Oui, ils sont partis, c'est ça. Comment Ça, c'est le grand point d'interrogation. Alors là, j'ai compris, j'ai dit s'ils étaient partis de leur propre chef, ils me l'auraient dit, auraient dit quelque chose. Ça a été la grande surprise pour eux. Et puis après, restait plus que la tristesse de dire où sont-ils partis. Je me souviens être venu voir mes parents pendant l'occupation. Quand je passais par là, ma mère, qui travaillait derrière cette vitre, pensait m'avoir reconnu. Ce qui n'était pas possible, car je passais très vite. Elle appela mon père et lui dit « Je viens de voir Herbie passer ». Et lui de répondre « Mais tu es folle. Il ne peut pas être là puisqu'il est en zone libre ». Plus tard, j'ai pu revenir. Mes parents étaient très heureux de me revoir, après tout ce temps. J'avais traversé la ligne de démarcation sans papier et j'étais fou de joie de les revoir. C'est la dernière fois que j'ai vu mes parents, ainsi que mes deux sœurs. Devant le mémorial à l'Holocauste de Miami, les passagers du Saint-Louis récitent une dernière prière pour les morts. Des 937 réfugiés juifs qui firent ce long voyage et furent si près de la liberté, presque les 3/4 périrent dans les chambres à gaz d'Auschwitz et des autres camps d'extermination. Parmi les milliers de victimes de l'Holocauste, inscrits sur les murs du mémorial de Miami, figurent les noms des Carlinaires, sa mère Marthe, ses sœurs Ilsa et Ruth, et son père Joseph. Quelques semaines avant la fin de la guerre, le Saint-Louis fut incendié lors des bombardements alliés sur Hambourg. En 1949, le capitaine Schröder rendit une dernière visite à la carcasse calcinée du bateau. À la fin de la guerre, il avait été arrêté et inculpé par les Alliés. Il ne fut relâché qu'après que les survivants du Saint-Louis eurent témoigné de sa conduite exemplaire.